Nostra. À la fin de l'année, donc il y a 2 faits générateurs de l'impôt. Et donc il y a 2 événements taxables. Le premier, c'est qu'on échange une crypto-monnaie contre de l'euro ou une devise monétaire d'État. Et le deuxième, c'est qu'on se sert de cette crypto pour payer, pour acheter un bien ou service, une Tesla par exemple. Et donc à partir de là, on a l'obligation de calculer combien on a gagné. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Bon, je démarre un petit peu à l'arrache, mon cher Pierre. Parfait. Parce que, tu vois, je me dis que dès qu'on a commencé à peine à se parler de choses en dehors de trivialités, somme toute importantes dans nos vies sociales, eh bien, tu m'as branché sur des trucs qui m'intéressaient, donc j'ai été obligé de te calmer. Donc du coup, j'y vais direct. T'as tout ce qu'il te faut pour commencer cet épisode? C'est parti, oui. Ok. Écoute, je suis ravi de te recevoir. On va parler de plein de choses. On va parler de Waltio, évidemment. C'est waltio.co, hein, c'est ça? Exactement. Pourquoi Waltio, déjà? Sur le nom, en fait, on cherchait un nom qui était unique. Et il y a Wallet. Non, la consonance tech, un nom court. Et donc c'est on est tous passés. Et qui était dispo dans une sorte de .co, c'est pas. Oui, qui était dispo, mais surtout qui était unique. Moi, je voulais un nom qui n'était pas un mot qui soit réutilisé. Ok. Et donc on est parti Wallet, IO, consonance tech. Vendu. Et voilà. J'avais pas fait le rapprochement avec Wallet. Maintenant que tu le dis, je m'en souviendrai. Donc Pierre Morisot, t'es le cofondateur de Waltio. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de trucs qui pour moi allaient pas très très bien ensemble. D'ailleurs, quand je t'ai eu au téléphone il y a quelques semaines, je me suis dit non mais en fait on s'en fout quoi. Qui s'en fout, qui s'intéresse à la crypto, enfin la crypto aussi, mais à la fiscalité dans les cryptos. Et cela dit, c'est quelque chose qui vient parce que on est de plus en plus à être dans les cryptos. Puis quand c'est un petit truc accessoire finalement, t'as pas de fiscalité parce qu'en fait t'as le droit de faire du business comme quand tu vends dans des brocantes ou des trucs comme ça jusqu'à un certain montant, c'est quoi, jusqu'à un certain seuil. Ça dépend du type d'activité, mais en effet, tant que c'est vraiment dérisoire. D'accord. Et en fait, de plus en plus la crypto entre tes NFT, tes différents assets, c'est un truc qui devient pas forcément accessoire pour certains et même pour ceux pour qui ça ne l'est pas. Voilà. Alors. Avant de te laisser me présenter comment t'es arrivé là et pourquoi et comment, moi je dois quand même te dire qu'il y a quand même un paradigme. On parle de décentralisation, tu vois, la crypto, la blockchain. L'idée c'est quand même de décentraliser. Et pour moi, j'avais quand même associé toujours la décentralisation à un truc qui est pas forcément lien avec un État ou avec voilà. Et donc dès qu'on reparle, pour ça que pour moi ça va pas bien ensemble, tu vois. Fiscalité et blockchain, il y a un moment où j'ai envie de dire bon, attends, moi, je suis sur la blockchain, c'est pour pas qu'on m'emmerde. Voilà. Après, c'est vrai que j'avais pas forcément un objectif d'exit et de sortie fiscale. Voilà. Donc je suis bon, il y a les obligations qui te rattrapent quoi. En fait, je pense déjà il faut regarder la vision du gouvernement. Elle s'est dit, et la plupart des gouvernements et des pays membres de l'OCDE se sont dit, ok, pour accepter les cryptos, les autoriser, donc ne pas les interdire, si on a la possibilité au moins de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a comme flux financier, qui en détient, combien. Oui, mais je reviens là-dessus, c'est ça la décentralisation, c'est que c'est décentralisé, tu veux pas forcément qu'on sache ce qui se passe. Alors, complètement, maintenant je pense que c'est la condition sine qua non pour que les États acceptent les crypto-monnaies. On oublie quand même, il faut le rappeler, les crypto-monnaies, avant tout, l'État perd un de ses pouvoirs principaux, qui est la création monétaire. Et donc là, le perd complètement avec les cryptos. Donc là, c'est la condition sine qua non pour accepter les cryptos, c'est de se dire, ok, mais j'ai au moins la possibilité de voir qui en détient, quelles sont les transactions, les volumes, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, les plateformes d'échange, donc ces intermédiaires qui sont certes centralisés, qui permettent d'acheter des crypto-monnaies. Coinbase, par exemple. Binance, Kraken. Exactement, ouais. Pour citer les plus gros étrangers.
Eux, tu peux en citer d'autres, hein, des Français. Ouais, non, des Français comme Naus, Descoin, pour citer aussi les Français, Paymium. Ouais. Et en fait, ces plateformes ont l'obligation, sont régulées maintenant de plus en plus par l'AMF, et ils ont l'obligation, d'identifier leurs clients. L'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers, mais c'est le même logique dans d'autres pays dans le monde. Ils ont l'obligation d'identifier leurs clients. Donc, il y a tout ce qu'on a un processus KYC, Know Your Customer. Donc KYC, KYC, hein, donc Know Your Customer, donc pour connaître tes clients. Exactement. Afin de, en fait, d'envoyer la carte d'identité, et en plus de ça, de tenir le registre de toutes les transactions, les dépôts, les retraits, tous les mouvements réalisés en crypto et en euros. Exactement les mêmes obligations d'une banque, en termes de lutte contre le blanchiment d'argent, d'identification des personnes qui réalisent des opérations financières. Très bien. Et alors toi, comment tu débarques là-dedans ? Parce que il y a justement un moment où, je pense que ma réaction, elle n'est pas singulière. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu comme ça. Où est-ce que tu as vu le besoin ? Parce que, en effet, moi, je vois deux choses. Je vois que à l'origine, ça me semble pas, je viens de le dire, évident et presque compatible. En revanche, une fois que tu veux le faire, une fois que tu veux déclarer tes cryptos, j'imagine que c'est un cauchemar de ouf parce que tu as plusieurs wallets, c'est hyper volatile. Quand tu arrêtes, qu'est-ce que ça vaut, etc. C'est n'importe quoi. Donc j'imagine qu'il y a tout un sujet là-dessus. Ouais. Alors déjà, comment j'ai eu l'idée ou qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je venais d'habiter au Japon. Un moment en 2018 de déclarer mes gains réalisés en 2017, je réalise que c'est absolument infaisable. C'est-à-dire que, en effet, il faut aller chercher toutes les transactions. Tes gains sur tes cryptos. Ouais, mes gains sur les cryptos. Et donc là, je me dis, mais c'est vraiment infaisable. C'est-à-dire que il faut créer soi-même ces clés API pour aller chercher les infos de certaines plateformes d'échange. Les autres, c'est des CSV, il faut les retravailler. T'es obligé de savoir coder. Il faut même le faire sur Excel. C'est des formules qui sont relativement complexes. Un régime fiscal qui a changé tous les ans. Genre, c'est plusieurs jours, voire semaines de travail à temps complet pour quelqu'un qui avait fait 50 transactions. Je me dis, mais on va pas avancer, on n'aura pas une démocratisation complète, généralisée des cryptos si être conforme fiscalement ou comptablement pour les entreprises avec leurs obligations, c'est infaisable. Et donc à partir de là, j'ai fait mon petit modèle sur Excel et je l'ai partagé. Et là, je vois, mais tout de suite, je recevais des messages de hate. Je recevais plein de types de messages en même temps, plein de cœurs, merci, tu me sauves la vie. Et d'autres qui me disaient non, mais c'est une arnaque. Et une réaction mais extrêmement émotionnelle au modèle qui était disponible. Et il faisait quoi ce modèle ? Tu le branchais à... Chacun mettait ses données et automatiquement ça calculait les plus-values. Donc c'était téléchargeable et en fait c'était hallucinant de le voir, les réactions des utilisateurs. Alors je vais juste pour comprendre, prendre un cas concret, t'achètes en janvier, alors peu importe l'année d'ailleurs, on va dire en janvier un bitcoin, en février un demi-bitcoin, en mars un autre bitcoin, en avril tu les vends tous, en mai tu en rachètes deux, et puis t'en revends, et puis t'en rachètes, etc. Donc là tu as des allers-retours, des plus-values, des moins-values, alors généralement plutôt des plus-values sur ces dernières années, mais pas forcément que. Et il y a un moment où tu dois mettre un hard stop, à la fin de l'année, au 31/12, et dire... cette année, en moyenne, j'ai acheté tant, vendu tant, à tel prix, et j'ai gagné ou perdu, c'est ça ? En fait, déjà, il faut le régime fiscal français, comme plein d'autres régimes fiscaux, requiert de suivre chacune des opérations. Donc, toutes les opérations réalisées sur un portefeuille, les opérations crypto, les déplacements entre un wallet, un exchange, donc un portefeuille de stockage sécurisé et la plateforme d'échange qu'on utilise pour faire ces opérations d'achat et vente, toutes ces opérations doivent être suivies régulièrement, retracées. Et en effet, à la fin de l'année, donc il y a deux faits générateurs de l'impôt. Et donc il y a deux événements taxables. Le premier, c'est quand on échange une crypto-monnaie contre de l'euro ou une devise monétaire d'État. Et le deuxième, c'est quand on se sert de cette crypto pour payer, pour acheter un bien ou service, une Tesla par exemple. Et donc à partir de là, on a l'obligation de calculer combien on a gagné. Donc tant que j'ai pas vendu si je vends sur une autre crypto,
ça reste, on va dire, il n'y a pas de plus-value que latente. Donc, tant que ça reste latent, tu n'as rien à payer de plus-value. Il n'y a rien à... Ce qui n'est pas le cas des actions en bourse, si. Tout à fait, exactement. Okay. C'est pas le cas des actions en bourse. Par contre, c'est très spécifique. Il n'y a que la France qui a ce régime fiscal. Ça a été porté, donc mis en place il y a 2 ans par Pierre Persson, un député français, très actif sur le sujet des cryptos. Il dit qu'en fait, les échanges entre crypto-monnaies ne constituent pas un fait générateur d'impôts. Donc, ça reste un monde où, tant qu'on fait des opérations entre cryptos, inclut les stablecoins, donc ces cryptos qui sont indexés sur des monnaies d'État, ça reste des échanges entre cryptos, donc pas d'opération. Donc c'est quand même potentiellement un mini paradis fiscal, l'univers de la crypto. Tout à fait. Là, il y avait encore des débats à l'Assemblée nationale début décembre là-dessus, et ce qu'ils disaient sur le sujet des cryptos, mais attendez, l'opération qui est entre cryptos non taxées, c'est une sorte de avantage, cadeau fiscal qui est très spécifique à la France. Mais par contre, la mise en pratique, le moment où on va faire cette opération, c'est-à-dire au moment où on va revendre ces cryptos, on va quand même devoir retracer toutes les opérations d'achat, même entre cryptos, de vente. Donc il faut suivre chacune de ces opérations. Et ce qui rend les choses évidemment horriblement complexes, ça veut dire que chaque personne, concrètement, doit avoir son propre comptable qui suit toutes ces transactions. Le comptable, il comprendrait pas forcément. Enfin, j'imagine, quoi. C'est compliqué, surtout si tu dois remonter, en effet, avec des CSV, comme tu dis. Exactement. Donc, le comptable, ce qu'on voyait, nous, au tout début, les comptables et surtout les avocats fiscalistes, ils s'arrachaient les cheveux, ils passaient des nuits entières à reprendre des fichiers Excel et des CSV. Mais donc, si jamais j'ai acheté, je sais pas moi, 100 bitcoins en 2009 à $2, que ça m'a coûté $200. Je sais pas si c'était $2 en 2009, mais bon, admettons qu'aujourd'hui j'ai 6 millions ou un peu moins maintenant, allez, mettons 5 millions d'euros de bitcoin, qu'entre-temps j'ai revendu, acheté des Ethers, machin, etc., mais que je les ai que achetés avec des bitcoins, donc j'ai jamais repris d'euros ni de Tesla, ni de biens physiques, on va dire. Eh bien, j'ai tout ça. Est-ce que en valeur, et c'est pas imposable, y compris sur la valeur sur le. Ah ben non, c'est pas. Il y a plus d'ISF, donc c'est plus de la fortune immobilière. Donc en fait, c'est pas imposable ni sur ma fortune ni sur rien du tout. Non, c'est vraiment donc le régime flat tax, c'est-à-dire que assimilé à la flat tax, c'est un taux forfaitaire de 30%. Il y a une petite particularité qui va être mise en place d'ailleurs dans les nouveaux amendements du projet de loi de finances, qui fait que pour ceux qui ont des revenus médiums ou faibles pourront opter sur le régime progressif de l'impôt et non sur les 30%. Mais sinon, c'est 30% sur le montant de gain, et c'est ce montant de gain qui est vraiment difficile à calculer parce qu'il y a une formule un peu complexe. Mais pourquoi il est compliqué ? C'est-à-dire, j'ai acheté j'ai vendu 200. Bah oui, mais c'est qu'en fait, souvent, entre ces opérations, les gens ont fait des crypto. Ouais. Et donc, en fait, on pondère... Donc, ils ont vendu des bitcoins pour acheter des Ethers, qu'ils ont vendu pour acheter des Tezos, qu'ils ont vendu pour acheter des Solana, et puis à la fin, tu comprends plus rien, quoi. C'est ça. Concrètement, c'est ça. C'est parce qu'en fait, lors de chaque opération imposable, on doit valoriser l'intégralité du portefeuille. C'est-à-dire qu'on doit avoir toutes les cryptos sur toutes les plateformes d'échange, sur tous les wallets, de leur trouver leur valeur de chacune de ces cryptos ce jour-là en euros. C'est-à-dire si on a 50 cryptos, et qu'on a fait 5 faits générateurs, on doit aller chercher 250 fois, on doit aller trouver sur chacune des cryptos chaque jour combien elle était valorisée. Et donc, ça devient évidemment impossible à faire. Et donc, c'est comme ça qu'on utilise, c'est une des données qu'on utilise, valoriser le portefeuille pour calculer les plus-values lors de chaque opération imposable. Alors, je vais te poser une question qui serait potentiellement dans l'illégalité, mais c'est juste pour comprendre. A priori, on est sur quand même la plupart des blockchains et des cryptos, des endroits qui sont donc souverains et dans lesquels en fait je peux ne pas être. Alors je suis obligé de déclarer, c'est une obligation légale, mais je vais reprendre un exemple. J'aime bien montrer par l'exemple, si tu veux bien. Je reviens sur ces 200 bitcoins que j'ai achetés en 2009. Okay, ça m'a coûté $200. Et puis, je trouve qu'en 2015, j'ai ouvert un autre wallet, parce qu'en fait, on peut en ouvrir autant qu'on veut, c'est ça. J'ai ouvert un autre wallet sur lequel je mets pas forcément ni mon nom ni mon prénom, donc c'est une sorte de nouvelle boîte noire dans lequel j'ai, reversé une partie de ces bitcoins
dans lequel j'ai acheté des Ethers qui eux-mêmes étaient très peu chers et ont explosé par la suite. Bon, je suis plus visible dans ce deuxième wallet par l'administration. Alors, déjà, la très grande majorité des personnes qui achètent et vendent des crypto-monnaies passent par des plateformes d'échange centralisées. Donc, les fameux Coinbase, Binance, Coinhouse et autres dont on parlait. Et ces gens-là détiennent toutes ces informations de compte. Et donc, si l'État veut avoir accès à cette information, c'est la première façon d'accéder à l'information. Maintenant, pour les opérations on-chain, donc ça veut dire que ces plateformes sont obligées de déclarer à l'État ce que tu as acheté, toi. Elles sont en tout cas obligées d'avoir ces informations et en cas de demande de les fournir. Ok. Maintenant, pour ce qui passe vraiment du wallet à wallet, donc déjà, ça demande un niveau de connaissance technique un peu plus avancé pour réaliser ce type d'opération et donc faire que des transactions on-chain. On-chain, tu me réexpliques, ça veut dire que t'es plus sur des plateformes d'exchange, t'es vraiment sur de la blockchain, tu vas passer d'un wallet avec tes 12 ou 24 mots secrets à un autre wallet sans passer par un tiers. Exactement. Voilà, exactement. C'est pas off-chain. En fait, c'est surtout la notion de intermédiaire ou pas d'intermédiaire. L'intermédiaire est une plateforme d'échange va permettre d'échanger une crypto contre une autre, une crypto contre de l'euro, du dollar. C'est comme, pardon, non, mais pour imager, je vais retirer à un guichet de la BNP 500 €. Ces 500 € vont me permettre de vivre un certain nombre de choses. Je peux les garder, je peux peut-être les investir dans des choses que je vais revendre, etc., etc. C'est mes 500 €, c'est blackout, c'est du cash pour l'État. Normalement, je dois déclarer si je fais des super opérations financières grâce à ces 500 €. Mais en fait, c'est un peu la même chose. Et tant que je passe pas par la case banque pour reposer mes 500 €, c'est un peu du on-chain, quoi. Là, c'est du on-cash, non? Voilà, c'est dans le cash dans le monde réel. Dans le monde réel. Alors en fait, oui, maintenant il faut savoir que les banques et ça va être un peu la même logique dans les plateformes d'échange dans le monde crypto. Donc, mais les banques si c'est un retrait qui a des gros montants ou par exemple 10 000 €, ont une obligation d'informer Tracfin, donc les luttes contre le blanchiment et le financement de terrorisme, et donc d'argent, et donc en gros vont travailler, informer aussi l'administration fiscale. Tracfin étant un programme international, européen, c'est ça, pour dire dès qu'il y a des anomalies financières, des petites lueurs comme ça, des lumières rouges qui s'allument, tiens, ils retirent trop d'argent là-dessus, ou tiens, il y a un échange un peu chelou, hop, c'est une alerte qui est envoyée à cet organisme. C'est un organisme. C'est exactement ça, c'est exactement ça, tout à fait. Donc en gros, une alerte, et eux, en fait, surveillent que les flux financiers sont corrects. Ok. En bonne forme. Et donc ça, c'est arrivé, mais c'est vrai que, donc encore une fois, si jamais t'as acheté très tôt, la problématique là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui ont soit miné, donc qui n'ont même pas acheté, en fait, ils avaient des serveurs et puis ils minaient des cryptos, donc ils ont gagné des cryptos en travaillant sur les blockchains, soit certains qui en ont acheté quelques-unes il y a très longtemps, qui ont fait des fortunes en tradant, en achetant des NFT, en achetant un CryptoPunk qui vaut des dizaines de millions, etc., etc. T'es quand même dans un océan bleu dans lequel personne ne sait nécessairement ce que t'as. Alors, c'est vrai, maintenant, la blockchain, elle est publique, elle est partagée, elle est visible de tous, et avec notamment un explorateur, on peut très facilement suivre les mouvements, et donc voir où ont été les jetons, quelle wallet, qu'est-ce qu'il y a eu comme flux. Donc, en fait, il faut savoir que... Tu peux te faire gauler facilement. Enfin, en tout cas, si à la moindre, c'est un peu comme les piscines avec Google Maps. Là, je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais en gros, à un moment, tu t'as dit à quelqu'un, tu t'es pété sur Internet en disant, regardez, j'ai tel NFT sur tel portefeuille, et puis on va voir potentiellement d'où il vient, où est-ce qu'il est parti, etc., etc. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va, comme je dis, recentrer et utiliser une plateforme d'échange, parce qu'à un bout d'un moment, si on veut l'utiliser, on va soit l'échanger contre de l'euro, ou les cryptos, ou l'échanger contre d'autres, et donc on va devoir repasser par ces plateformes d'échange centralisées, et donc c'est là où ce sera un peu les portes d'entrée ou de sortie qui sont tracées. C'est un peu comme dans le web, c'est les portes d'entrée et les portes de sortie, c'est le navigateur, c'est les GAFAM qui servent en fait aussi de sources d'information pour tracer, pour avoir de l'information sur les flux, l'information, mais là c'est financier.
Parce qu'en effet, il y a quand même toujours, quand tu crées un NFT, si tu le vends fort et très cher, bon, t'es pas forcément passé sur un Binance, etc. Alors tu passes sur des OpenSea, Rarible, mais c'est pas pareil. Exactement. Ouais, exactement. Alors c'est pas pareil. Maintenant, pour calculer ces plus-values, on est obligé de suivre déjà toutes les opérations qui sont réalisées. Premier point. Après, l'idée, c'est aussi, si on est dans une logique de dire, OK, comment je peux ne pas déclarer et être sûr de pas être vu, entre guillemets, ou de pas être pris. Dans ce cas-là, va y avoir, c'est qu'est-ce qu'on va faire, en fait, de cet argent. En fait, on se retrouve un peu avec une sorte d'argent qui, peut-être qu'à l'entrée, ça va être visible, mais au bout d'un moment, on se dit, mince, qu'est-ce que j'en fais, en fait, de cette action, parce qu'elle est un peu bloquée dans ce monde. Ce qui est la même problématique que que certains avaient, je l'ai jamais eu malheureusement, mais avec le cash en fait. C'est-à-dire que des gros commerçants qui te sortaient 100 000 euros de cash par mois, au bout d'un moment, une fois qu'ils en avaient dans les placards, sous le matelas, chez maman, chez papa, et tout ça, en fait, ils savaient plus quoi en faire. Exactement, ou sur un compte à l'étranger. Ouais. On se dit, mais comment je peux le remettre, en fait, dans le monde réel, entre guillemets, dans le monde... Penser au Loup de Wall Street avec les billets scotchés autour. Ouais, exactement. Ouais. Tape autour du corps. Pour aller en Suisse. Ok, et alors finalement, tu aurais pu avoir deux approches. Une qui était de dire, bon, je vais vous aider à tout planquer, et l'autre qui est, je vais vous aider à tout déclarer, c'est ça? Non, on s'est dit, déjà, le profil des investisseurs, et on en parlait tout à l'heure, évolue énormément. Et tant au tout début, c'était vraiment des anti-systèmes, après ça a été des développeurs, des informaticiens, puis des entrepreneurs, des freelances, technophiles, et puis maintenant, ça devient vraiment monsieur et madame tout le monde. Et c'est évident que tant nous, on va dire, des jeunes entrepreneurs prennent pas un nom, on va dire, pour une réponse et vont chercher à trouver des solutions. D'autres se disent, non, moi j'ai un certain patrimoine, je veux être absolument dans les clous, même sur des montants qui sont pas vraiment importants, mais je veux surtout pas que le fisc commence à enquêter, on va dire, sur mon patrimoine et se dire, oulala, je vais commencer, parce que souvent ils regardent une partie, mais après ouvrent, on va dire, l'intégralité du patrimoine d'un contribuable. Et donc, à partir de là, on s'est dit, il faut qu'il y ait un outil qui soit facile, parce que c'est impossible à faire manuellement. Et ça veut dire que tu peux en arriver à donner en fait à l'État l'adresse de tes wallets? Alors, tu vas en effet... Ce que je veux dire, c'est que si alors pour ceux qui comprennent moins, si je donne l'adresse d'un de mes wallets, on va voir tout ce qu'il y a dessus, mes cryptos, mes NFT, tout. Donc c'est le principe. Hein, donc alors, on doit, pour calculer ces plus-values, on est obligé de prendre en compte toutes ces transactions. Donc à partir de là, c'est pas fournir, et je vais préciser après, les informations de ces wallets. On doit, en tout cas, on a une obligation. Il y a deux obligations, pardon. Il y en a une qui est d'informer l'État quand on a des comptes à l'étranger. Ouais. C'est exactement comme le système bancaire. Évidemment, l'État a beaucoup plus facilement accès aux comptes détenus sur des plateformes françaises qui sont régulées sous la législation française que des comptes étrangers. Un wallet, c'est considéré comme un compte à l'étranger? Non, justement. Un wallet, c'est sur les comptes où il y a une identification de la personne. Donc, par exemple, un wallet Ledger, ça n'a pas à être déclaré comme un compte détenu à l'étranger. Par contre, ça doit être, comme je disais, on en parlait tout à l'heure, ça doit être pris en compte dans le calcul des plus-values. Et donc, il y a la première obligation, c'est informer l'État de la détention de comptes détenus à l'étranger, formulaire 3916, comme si on avait un compte bancaire à l'étranger. Et la deuxième obligation, c'est celle dont on parlait avant, aussi calculer et déclarer les plus-values. J'ai quand même déjà appris en 20 minutes que la crypto était un paradis fiscal, presque, mais... si on reste que dans les cryptos, paradis fiscal, ça va être, en tout cas, c'est de plus en plus surveillé. C'est de plus en plus contrôlé. Il y a des outils, je pense à Chainalysis, Scorechain, une boîte française, Chainalysis, c'est une boîte maintenant qui vaut plusieurs milliards, qui a été créée par l'ancien fondateur de Kraken, qui surveille un peu les blockchains, qui vendent ce type de solutions, que ce soit à des gouvernements, soit à des plateformes d'échange pour les aider à être conformes avec la législation. Mais en tout cas, il y a aussi ce secteur qui se développe parce que l'État se dit, mais il y a évidemment un montant d'impôts à récupérer et s'assurer qu'il y ait une certaine conformité fiscale. Et sachant qu'en effet, le côté très obscur dont je parlais au début est quand même très relatif. Encore une fois, il suffit d'un événement, un moment où tu achètes un truc
soit dans le monde réel, c'est un peu comme cette histoire de la carte bleue, quoi. Avant, tu devais retirer en machine, pour ceux qui faisaient que du cash, et ils retiraient en machine puis dépensaient que du liquide. Mais si à un moment tu reliais ta carte bleue à ta vraie vie, on savait qui était derrière tout de suite, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Soit tu décides, sinon, mais dans ce cas-là, c'est vraiment une décision de vie de vivre complètement caché dans son propre et de rien faire avec le monde parallèle, et donc de pas utiliser les cartes bancaires, de pas utiliser de plateformes d'échange centralisées, de ce qui devient bref, un choix de vie, je respecte, hein, mais un choix de vie. Mais sinon, la probabilité de te faire gauler, si ce n'est maintenant, plus tard, est immense. Parce qu'en fait, le seul événement qui te relie à ton compte, après, derrière, on va tout dérouler dans tous les sens, potentiellement. Alors, beaucoup de choses, non? On voit deux choses. Déjà, on voit que le nombre, en effet, de contrôles fiscaux a augmenté de façon significative. Sur les cryptos? Sur les cryptos. Et comment tu le sais? C'est déclaré il y a quelques... Non, parce qu'il y a eu plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a notamment Kraken, il y a 2 ans, qui a poussé un coup de gueule en disant c'est pas... Enfin, nous, on a des demandes des gouvernements, ça vient par centaines, et c'est absolument pas organisé, c'est pas structuré. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui est dédiée à répondre au gouvernement, et c'est pas possible qu'on passe au temps. J'ai entendu ça, chez chacun des gros exchanges, en fait, il devait y avoir... en effet, des centaines de personnes qui géraient juste les demandes de gouvernement. Voilà, pour répondre... La compliance, quoi. Exactement. Ouais. Et il disait, mais organisez un peu ces systèmes de demande d'informations complémentaires sur nos utilisateurs. Donc ça, c'est un premier point. Et on entend aussi de plus en plus dans la presse, en Espagne, il y a eu 55 000 contrôles fiscaux sur les détenteurs de crypto. Aux États-Unis, il y en a eu 10 000. Donc, de façon générale, c'est quelque chose qui se développe. On le voit, et d'ailleurs, même il y a 3 ans, donc l'État, il y a 4 députés français qui ont travaillé à mi-temps sur le projet de loi de finances à mettre en place ce régime fiscal qui est spécifique pour les crypto-monnaies. Il est évident que l'État a un certain intérêt économique. À partir du moment où on met en place un régime fiscal qui est spécifique pour les cryptos, on attend une sorte de retour intérêt là-dessus en termes de retour financier. Et juste pour terminer un point là-dessus, aussi, le contrôle fiscal, il y a aussi un intérêt économique dans le contrôle fiscal. C'est-à-dire que l'État va pas passer, je sais pas si je devrais le dire, mais l'État va pas passer des jours à retravailler un wallet pour à la fin se dire, ah, celui-là, il nous devait 400 € de plus-value. Parce que déjà, c'est énormément de travail de calculer ces plus-values. Ça l'est aussi en termes de contrôle, évidemment. Donc, il y a une sorte de logique économique dans les travaux réalisés par l'administration fiscale et surtout les services des contrôles fiscaux. Ouais. Ce qui est intéressant en revanche là-dessus, c'est qu'avec l'ultra traçabilité, que ce soit pour toi ou pour les États, une fois que tu as relié le compte à quelqu'un, tu peux presque tout voir, quoi. Enfin, tu déroules, ouais. Tu déroules, quoi. Et après, faut avoir les bonnes données, comme tu le disais tout à l'heure. Si tu as les cours par rapport à l'euro ou au dollar, etc., tu es capable de tout donner quasiment en un instant à partir du moment où tes algos sont bien foutus, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et puis en plus, rapidement d'identifier des trous dans la raquette s'il y en a. Donc, écoute, ça c'est passionnant. Alors, et ça fonctionne comment sur justement les NFT, parce que souvent ils sont basés sur des cryptos qui ont un prix, mais de temps en temps ce NFT il va flamber, il va redescendre. Comment ça marche? Ouais, il y a plusieurs questions. Déjà, il y a une vraie question juridique de fond, c'est de se dire est-ce que le NFT c'est une crypto-monnaie? Donc là, à l'heure actuelle, l'État a réfléchi à se dire est-ce que le NFT devrait être une crypto-monnaie? Quel devrait être le régime fiscal du NFT? Donc nous, ce qu'on dit, c'est que en effet, il y a des doutes quant à la définition vraiment dans le texte de loi si c'est une crypto-monnaie. Donc si on ne sait pas comment le déclarer, on peut le déclarer comme une crypto-monnaie, c'est quand même plus simple. Maintenant, la traçabilité, elle est tout aussi facile parce que c'est visible parce que c'est une blockchain publique. Comment calculer, la question, elle est aussi comment le valoriser. J'ai un NFT en stock, quelle valeur je dois renseigner. En l'occurrence, elle est un peu à son libre arbitre de renseigner la valeur qu'on veut. Après, tant qu'elle est justifiable, je pense que dans des régimes fiscaux qui sont encore, même s'il y a des grosses parties du régime qui sont déjà définies, il va évoluer. Et heureusement, le monde des cryptos évolue tellement vite qu'il se doit d'évoluer régulièrement. Et donc, en gros, pour les NFT, je pense que tant qu'on arrive à montrer sa bonne foi, prouver un certain quitus moral aux yeux de l'administration fiscale, je dirais d'une certaine façon, ça passe et qu'il y a une certaine cohérence dans son calcul de plus-value. Mais donc c'est exactement la même chose aussi sur le NFT. Je connais certaines personnes, je connais pas beaucoup de gens, des crypto-punks, je crois pas, des Bored Ape, j'en connais certains qui vont en vendre jusqu'à 70 Ethers, je pense, pièces ou des choses comme ça. Donc ça fait près de 300 000 €.
Et donc c'est pareil, tant que c'est pas vendu, ça n'a pas de valeur. Ou c'est comme une crypto, il faut que tu aies un événement de liquidité. Ah bah non, il faut déjà, le revendre. Ah oui, mais il est revendu en Ether, il est pas revendu en euros ni en dollars du coup. Oui, alors tu retransformes tout ça dans ta monnaie d'origine. Déjà dans sa première valeur, il y a sa valeur d'achat. Ouais. Donc nous, on va suivre le portefeuille via sa valeur d'achat. Après, il peut être revalorisé durant Ouais, je repositionne parce que en fait généralement tu vas l'acheter alors en Ether c'est le problème, on va pas revenir sur cette problématique, c'est que c'est cher, mais tu vas acheter un NFT à 1 Ether et l'Ether vaut 3000 euros mettons. Et puis quand tu vas le revendre potentiellement 10 Ethers pour être simple, et l'Ether vaut 4000 euros. Donc, du coup, tu as double plus-value, quoi. Complètement. Et les données fournies par les plateformes d'échange sont en dollars. Donc, nous, derrière, on doit se connecter avec les API exactement de la Banque centrale pour avoir la bonne parité euro-dollar. Donc, en effet, on travaille avec 4 fournisseurs de données prix et on en ajoute d'autres. On a créé une base de données prix qui est colossale. Et tant que tu n'as pas récupéré d'euros ou de dollars, ces plus-values restent non imposables. Exactement. Il n'y a pas eu d'événement taxable, pas de fait générateur de l'impôt, tant qu'il n'y a pas eu de cette conversion, ou de l'utiliser pour un paiement. Donc, en effet, il n'y a pas d'obligation de calcul et de déclaration. Par contre, nous, on encourage quand même à suivre régulièrement. Enfin, si on se dit pendant 4 ans, je vais faire plein de calculs de plus-value, je vais acheter, je vais vendre, je vais faire plein d'opérations d'achat et de vente de crypto, des NFT et autres, je vais pas attendre 3 ou 4 ans pour faire ces calculs parce que sinon ça risque d'être relativement fastidieux. On fait pas sa compta, je pense sa compta on la fait régulièrement, trimestriellement, à l'année. Mais si on commence à faire sa compta tous les 3 ou 4 ans, c'est niveau complexité, c'est comme la compta d'une petite entreprise, donc on va s'arracher les cheveux. Oui, si tu fais ta compta personnelle tous les 3-4 ans, tu vas avoir un problème avec les impôts quand même. Mais... Ok, et donc vous fonctionnez comment vous chez Waltio? Parce que je te donne justement l'adresse de mes wallets. Complètement. Et puis toi, tu les scannes et puis tu vas me dire, tiens, là, t'as acheté à ce moment-là, t'as vendu à ce moment-là. En fait, ça fonctionne en 3 étapes. La première, c'est on connecte ses comptes, donc via API ou fichier quand il n'y en a pas. Donc, on va se connecter sur, je sais pas, les plateformes d'échange, mais aussi les wallets. On va récupérer toutes les informations. À partir de là, donc, on va seulement en accès de lecture, on va lire toutes ces transactions, on va les valoriser, on va aider au calcul de plus-value et on va accompagner en fait nos utilisateurs à enregistrer les transactions. Ils vont dire ça c'est des revenus de stacking, ça c'est je me suis fait hacker mes coins, ça a été un salaire. Et comme ça, on va prendre en compte correctement chacune des transactions. Là, j'ai participé à une ICO, donc ça doit être pris en compte d'une certaine façon. Et donc, ça va nous permettre à calculer les plus-values. Et donc, nous, on va pré-remplir les liasses fiscales. Et après, il n'y a plus qu'à recopier les chiffres ou les données dans sa déclaration d'impôt. Vous échangez avec l'État ? Non. Non. Alors, les échanges qu'on a eus, ça a été leur donner des informations qui étaient seulement statistiques pour qu'eux se rendent compte des tendances aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Donc, et après, ça a été donné des conseils sur comment est-ce qu'on pourrait avoir un régime fiscal qui est pertinent. Je vais donner un exemple. On a beaucoup œuvré pour que s'il y avait des moins-values qui étaient réalisées sur une année, elles puissent être déductibles une année suivante. Ça a été proposé, ça a été débattu à l'Assemblée nationale, au Sénat aussi. Donc une moins-value, c'est pareil avec un événement de liquidité, c'est quand tu as revendu. Parce que exactement. Une moins-value réalisée. Si, en fait, on fait toute la somme de toutes les plus et moins-values réalisées sur une année. Tu as perdu 20 000 euros une année, donc tu n'es pas imposable là-dessus, mais si l'année d'après tu en gagnes 20 000, eh ben, tu es à zéro, c'est ça? Non, justement. On voulait le pousser pour que ça passe et que ce soit... mais ça a été refusé et malheureusement, ça n'a pas été voté. Donc, je pense que typique, ça doit être une des lois qui favoriserait, encouragerait certains à investir, mais aussi à cash out, s'il y en a qui ont fait des moins-values et qui veulent sortir. Et je pense rendrait aussi les choses un peu plus justes. Et ça, c'est le cas en bourse ? C'est le cas en bourse. C'est le cas aussi dans une entreprise. Une entreprise qui est déficitaire une année, l'année suivante, elle a un bénéfice. Elle peut déduire de son bénéfice imposable le déficit réalisé. C'est super bizarre que ce soit pas le même. Complètement. C'est ce que tu disais exactement tout à l'heure. Le fait qu'ils voient déjà que les opérations crypto, c'est une sorte de avantage, cadeau fiscal. Mais bon, il y a un travail d'éducation quand même au sein des sénateurs, de l'Assemblée nationale, enfin des parlementaires en général, pour qu'ils comprennent. Et qui est-ce qui le fait? Ça, ce sont des cabinets de lobbying, c'est vous, ce sont des associations auxquelles vous adhérez? Il y a association. Il y a une association qui s'appelle l'ADAN, qui fait un super travail de représentation des différents acteurs, sociétés en France, qui sont dans le monde crypto. Mais il y a aussi un certain nombre d'avocats et des sociétés comme les nôtres où nous, on est
on a un intérêt à leur au moins présenter ce que c'est les cryptos et quelles sont les tendances. On est vraiment encore, du coup, là encore plus presque au balbutiement de tout ça, en fait. Moi, j'aurais presque l'impression de me dire que celui qui déclare tout et qui, enfin, je fais pas ton, tu vas me dire le contraire, mais c'est un peu un pimpin parce qu'en fait, mais non, mais après, il y a une question d'honnêteté. Moi, j'ai toujours été très fier d'être à chaque fois contrôlé. J'ai même eu des impôts qui m'ont remboursé de l'argent, si tu veux, donc je l'ai poussé jusque là, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un gros con parce que ça veut dire que j'ai payé trop d'impôts et ils ont potentiellement raison. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le lieu commun de tout bon méditerranéen, je dirais, carotter un peu sur les bords, ça fait partie du game, quoi. Alors en France, ça fait partie du game. Après, je pense que évidemment, c'est la culture, on va dire, latine. Maintenant, je pense que c'est pas trop l'approche de ce jeu de l'administration fiscale. Mais de façon générale, on voit que de plus en plus de personnes sont enclins au moins à connaître leur montant imposable et de se dire, OK, bon, combien je dois payer? Et la plupart, et aujourd'hui de plus en plus, se disent, bon, OK, c'est un revenu comme un autre. Et surtout, j'ai réalisé des revenus qui sont non nuls. Sachant que c'est peut-être un game, hein, je reviens là-dessus parce que je le disais en rigolant, mais c'est pas très drôle. Moi, je suis assez contre, voire très contre, hein, philosophiquement. Quand on a qui payent pas d'impôts, ils payent pas leur part aux hôpitaux, ils payent pas leur part. C'est moi qui vais, c'est moi qui vais à l'école, c'est moi qui vais payer potentiellement une partie de leurs impôts parce que tu les payes ailleurs. Donc, je ne promeus pas ça. Et en plus, pour être assez clair, on l'a vu avec aussi les Panama Papers et toutes ces choses-là. Finalement, désormais, là peut-être encore plus avec des portefeuilles qui sont pas tant du blackout que ça, on l'a vu. Si tu arrives à les relier au monde réel, tu as quand même de plus en plus de chances, enfin on tend vers une chance probable, voire ultra probable, voire quasi certaine que tu te fasses gauler en fait. Bah, le risque, il croît et déjà il augmente de plus en plus parce que les États s'équipent d'outils, s'intéressent de plus en plus au sujet, réalisent l'année dernière, donc Chainalysis, j'en parlais, avait annoncé que les Français avaient gagné 600 millions d'euros en crypto-monnaie. Cette année, il y a 2 fois plus de personnes qui détiennent des cryptos. Et ce que tu me dis, c'est que c'est pas un archétype de Français comme on le voit toi dans tes clients. C'est très large, hein, c'est un éventail super large. Exactement. Aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Les personnes qui détiennent des crypto-monnaies, ça balaye toutes les classes sociales, tous les âges. Alors c'est vraiment majoritairement des hommes, malheureusement, mais ça balaye vraiment. Donc on est tous les âges. Nous on pensait que c'était vraiment des Parisiens, jeunes entrepreneurs ou en tout cas citadins. Et en fait, pas du tout. Moi, notre conférence de lancement, on l'a fait à Paris, donc il y a 3 ans. Juste après, j'ai fait un événement à Caen. Il y avait plus de monde à Caen qu'à Paris. Alors qu'à Paris, on avait énormément communiqué. Donc, on venait d'ici. Et donc, non, ça touche. C'est incroyable à quel point, en dehors de Paris, en dehors des grandes villes, les gens détiennent des actifs numériques et apprécient en fait ce côté décentralisé, apprécient ce côté révolution technologique et veulent en faire part. Ok, alors donc, et toi tu te rémunères comment? Je me connecte chez toi, je te donne mes wallets, tu vas analyser, tu vas me dire tiens tu dois déclarer tant, je le mets dans une case concrètement de ma déclaration d'impôt, c'est ça? Nous on va dire voilà comment le déclarer, on pré-remplit les formulaires, on donne toutes les informations, on a plein de tutoriels, de guides. Nous, comment fonctionne le produit? Son coût est entre 55 € et 799 en fonction du nombre de transactions. Okay. Évidemment, quelqu'un qui fait quasiment que ça de la journée, qui génère des centaines de milliers, voire millions d'euros de gains, on a un coût qui est un peu plus élevé que juste quelqu'un qui a fait quelques opérations. On paye en euros ou en crypto? Les deux. Ok. Heureusement, nous on est contents d'encaisser des Ethers et des cryptos. Ouais, voilà, donc c'est un one shot en termes de paiement. Et c'est se fait instantanément? Il y a un certain travail donc les connexions au compte, ça se fait en quelques minutes. Il y a un certain travail de reprise du compte, ça dépend de la complexité de celui-ci, est-ce qu'il a été fait régulièrement ou pas, enfin suivi régulièrement. Mais oui, ça se fait de façon automatisée. Est-ce qu'on peut considérer que tu es devenu un expert en imposition des cryptos? Est-ce que je peux oui, pardon, tu allais dire oui. Nous quand on a vu vous êtes combien déjà? Maintenant on est 12 employés à temps plein. Ouais. Et la société aura 3 ans dans une semaine. D'accord. On a vu qu'en effet, beaucoup nous contactent, mais aussi même quand on voit les députés qui eux-mêmes nous contactent pour avoir des informations sur ce qu'ils devraient faire, on s'est dit que oui, maintenant on commence à avoir il y a plus de 5000 clients, donc on a un certain nombre de données qui nous permettent de faire des statistiques sur les tendances dans les crypto-monnaies, donc d'alerter le gouvernement. Donc on voit qu'on a construit une société avec évidemment une bonne part technique, mais qui est
à la porte entre la partie réglementaire, la partie technique et faire un produit facile d'utilisation. Toi, sans forcément identifier, alors t'as un secret bancaire, t'as tout ça, du coup, dans tes... Non, nous on a cette chance, notre métier c'est de lire de l'information. Donc on fait pas des échanges crypto contre d'autres ou autres, donc on n'a pas du tout ces obligations, donc PSAN ou PSAN qui est le statut pour les prestataires de services en actifs numériques. Donc notre activité est pas du tout régulée. Alors du coup, tu peux me dire quel est, par exemple, le montant, le max réalisé chez vous en quelques années, tu le connais? Alors oui, mais c'est pas. Nous on a une certaine intégrité et on veut absolument. On ne communiquera jamais sur les noms, les identités. Non, évidemment, je veux pas forcément l'identité, mais tu vois que ça dépasse l'entendement. L'argent fait sur les cryptos, là, dans tes 5000 clients, c'est n'importe quoi. Ou il y a des fortunes colossales. Il y a des fortunes significatives. Il y a aussi des personnes qui. Alors, je peux dire deux choses. Les personnes qui gagnent de l'argent. La première, c'est évidemment en crypto, c'est ceux qui investissent. Ouais. Et la deuxième, c'est ceux qui ne vendent pas. C'est-à-dire que, de façon générale, ça, pour avoir vu je pense, plusieurs centaines de portefeuilles de patrimoine crypto, il y en a quand même beaucoup qui vendent dans des moments de panique. Et de façon générale, il faut bien garder en tête, je ne sais pas si demain j'achète un ordinateur avec de l'euro, je vends de l'euro. Avant même d'acheter. Tu vends de l'euro contre un ordinateur. Exactement. Donc, je pense que le conseil, c'est vraiment... Enfin, chacun fait comme il veut, évidemment, mais c'est souvent, on me demande, est-ce que tu as des conseils, toi qui as vu tout type de personnes. On voit aussi plein de personnes qui se font hacker. Ouais. Et donc, ça, typique, c'est aussi dans nos métiers, on publie souvent des alertes en expliquant, là, ne signez pas ces transactions avec vos cryptos, ne faites pas ça. Ça, on voit ces tendances, en fait, justement. Et ce sont t'as des gens qui font des plus-values Enfin, t'as des gens qui viennent de nulle part qui font des plus-values en dizaines de millions Moi, ce qui m'a bluffé, déjà, c'est beaucoup de scientifiques, de mathématiciens, de physiciens, de médecins, le nombre de médecins qui ont des cryptos et des stocks. Beaucoup de personnes réalisent en fait plus de revenus en crypto que dans leur métier. Leur job. Mais ils sont quand même allés fort. Ils ont pas mis. Non, bien sûr, ils y sont allés fort. Plutôt tôt, mais bon, quelqu'un qui mettait plusieurs centaines de milliers d'euros en Ethereum il y a 2 ans, c'est évident que maintenant il est millionnaire et vous n'avez pas été tenté par l'approche Web3 justement, Waltio, de dire il y a un token autour de ce que vous faites. Quand j'utilise Waltio, j'ai des tokens, j'en sais rien. Non, bien sûr. Ouais. On y a un peu réfléchi, mais on était tellement obsédés par faire avancer notre produit, satisfaire nos clients, leur parler et essayer, parce qu'en fait c'est complexe de lire toutes les transactions. Maintenant les transactions, je pense des plateformes comme Binance ou Crypto.com, c'est des centaines de types de transactions. Il y a un nombre de produits qui existent qui est devenu colossal. Toi, chaque nouvelle crypto, chaque nouveau, tu dois le référencer chez toi. Exactement, on doit les lire, chaque nouveau type de produit. Donc c'est vraiment, notre boîte, on est vraiment des mecs qui aiment remonter les manches et mettre la main dans le cambouis. C'est vraiment un job de technicien, de doueur, très axé produit, parce qu'on doit à chaque fois lire tous ces types de transactions, tous les types de crypto. Je comprends. Et alors, je reviens sur la fiscalité, l'expert S-fiscalité que tu es. Est-ce que je peux être payé ou payé en crypto, je veux dire, en tant qu'employé, salarié, je peux le faire, j'imagine, d'entreprise à entreprise. Là, il n'y a pas trop de sujets, mais je peux donner des bonus en crypto à mes employés? Ouais, tout à fait. Alors, nous, c'est pas un truc qu'on trace. Par contre, nous, c'est vrai qu'on stocke des cryptos. C'est un de mes rêves, moi. On a de plus en plus de salariés qui nous disent, moi, ça m'intéresse d'avoir mon bonus ou une partie de ma rémunération en crypto. Aujourd'hui, on le fait pas. C'est des trucs qui peuvent être faits. Donc, c'était le maire de New York qui se faisait payer en crypto, je crois. Exactement. Ouais. Et il n'y a pas donc dans le droit, c'est autorisé. Évidemment, il y a un certain travail administratif à faire. Mais après, on peut en effet payer ses salariés. Il y a une tendance qu'on voit de plus en plus. Depuis 1 an, c'est hallucinant le nombre d'entreprises qui placent une partie de leur trésorerie en crypto. C'est-à-dire que je regrette de pas l'avoir fait. J'ai voulu le faire avec tout le PGE. Je l'ai pas fait. J'ai peut-être bien fait quand même, mais bon. Il est pas trop tard. Mais c'est depuis. C'est Elon Musk qui avait dit que Tesla détenait des bitcoins, et donc depuis, c'est hallucinant le nombre de cryptos. Ouais. Et je pense même que
pour un directeur financier ou un CFO de boîte, c'est intéressant d'y réfléchir, de se dire, je mets une petite somme, évidemment une part très faible de ma trésorerie en crypto. Et nous, ça fait partie des demandes qu'on a et des derniers produits qu'on a lancés. C'est la même logique, donc on se connecte sur les comptes, mais là, on génère les écritures comptables pour les placements de trésorerie ou pour les sociétés de trading de crypto. Écoute, c'est passionnant. Je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de chemin à faire là-dedans et en effet de choses à comprendre parce que tout ce monde est complexe. Je trouve ça presque pas cher ce que tu me proposes, toi, de 59 à 799. Alors, en effet, déjà, on a de plus en plus de personnes et donc des personnes souvent qui soit plus âgées que nous, en tout cas moins, on va dire, moins tech, qui nous disent, écoutez, moi, vous faites tout pour moi, le suivi et autres. Et donc là, il y a des accompagnements personnalisés. Nous, on avait vraiment une volonté au début de rendre l'outil démocratisé et que tout le monde puisse l'utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait des offres à 55 € par an, ce qui fait que, grosso modo, toute personne qui investit, même 1000 € n'a pas un frein sur les enjeux fiscaux. Tu vois, tant que tu es à moins de 100 transactions par an, donc 55 € par an, tu peux y aller quand même. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Et derrière, tu bosses avec des comptables ou des gens comme ça parce que tu dois aussi leur tirer une certaine épine du pied, non? J'imagine ceux qui font des avocats fiscalistes qui travaillent avec leurs clients sur leurs déclarations. Exactement, on a beaucoup d'avocats fiscalistes qui sont clients, d'avocats fiscalistes français spécialisés en crypto qui sont clients chez nous parce que eux peuvent pas retravailler tous les flux des transactions. Surtout quelqu'un qui va avoir un avocat, c'est souvent quelqu'un qui a un certain, on va dire, enjeu, un certain patrimoine crypto ou montant de gain. Donc oui, on travaille avec les professionnels du droit, du chiffre. Et qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal, pas sur les cryptos justement, parce que ce serait trop compliqué, mais sur les évolutions justement fiscales, qu'est-ce qu'il va y avoir des changements majeurs, des évolutions qui viennent de l'étranger, des choses illogiques qui devraient être logiques bientôt? Déjà dans les cryptos, c'est sûr que le nombre de personnes qui vont en détenir va croître, va continuer à croître. Donc c'est incroyable à quel point ça suit la courbe de l'adoption d'Internet. Donc aujourd'hui, on est autour des 300 millions de personnes. Ça devrait dire, si on suit encore, dans 2 ans et demi, on tapera le milliard de personnes qui détiennent des crypto-monnaies. Okay. Donc ça, c'est hallucinant de voir le nombre de personnes en plus qu'en détiennent de plus en plus souvent. La deuxième tendance qu'on voit, alors là, c'est des tendances crypto et après, je parlerai plus réglementaire. La deuxième tendance qu'on voit qui est vraiment marquante, c'est que avant, les gens gagnaient de l'argent en crypto en faisant une différence, en gros, entre un prix d'achat et un prix de vente. C'est simplement du trading. Et aujourd'hui, c'est significatif, les personnes qui, en fait, stackent leurs cryptos, les blocs, soit... les empilent, enfin, voilà, les gardent sur un compte, ouais. En fait, les séquestrent, soit se disant, je les donne au protocole blockchain et pour le permettre de le fonctionner, soit je les donne, en fait, je les bloque. Et là, c'est des fonds spécialisés en trading typiques qui vont les récupérer et eux les utiliser. En gros, je prête mes cryptos et en échange, j'ai un retour. C'est ce qu'on appelle les smart contracts, c'est ça, non? Alors, exactement. Ouais. Mais ça, c'est ce qui va faire l'exécution, on va dire, du contrat de façon automatisée. Ouais. Mais en fait, il y a vraiment ce revenu complémentaire, staking aussi, qui permet de se dire, j'ai du Bitcoin, au lieu qu'il serve à rien et que j'attende en fait que juste sa valeur s'envole et que je le revends plus cher, je peux, alors surtout c'est plus utilisé sur des stablecoins, sur l'Ether, mais aussi sur d'autres crypto-monnaies. Et donc, je le prête, quoi. Je le prête et en échange, je réalise des revenus passifs. J'ai jamais trop osé faire ça parce que je comprends pas à qui je prête, comment, pourquoi, si c'est risqué, parce que je me dis s'il y a une rémunération, c'est qu'il y a toujours un risque. Mais oui. Non, je comprends. Il y a un risque parce qu'on les détient pas. Donc concrètement, il y a un risque qui est supérieur que de les avoir seuls sur sa clé privée, dont on contrôle absolument tout. Après, en fait, ces intermédiaires, ça devient des plateformes qui sont de plus en plus autonomes, qui génèrent de plus en plus de cash. Donc souvent, s'ils ont des gars, ils ont des facultés de remboursement ou derrière, il y a des assurances qui sont en train de se mettre en place. Donc oui, le risque, comme toujours, c'est un risque-reward, il y a un gain, il n'y en a pas sans risque. Mais c'est quelque chose, des revenus passifs, ça a vraiment explosé depuis un an. Très bien. Sur les évolutions réglementaires. Ouais. Donc là, il y a eu des petites évolutions, pas de grosses. Moi, on aimerait vraiment qu'il y ait une déduction des moins-values. Ouais. Il pourrait être aussi des personnes qui ont généré des revenus en crypto, qu'ils puissent les apporter au sein d'une société. Et donc, ça ferait retarder l'imposition, la plus-value. D'accord. Donc, on décalerait le fait générateur de l'impôt. On a réalisé un gain en crypto, je l'apporte au sein d'une société, au sein de mon patrimoine ou
Je pense que comme ça, on aurait de plus en plus d'investissements dans des sociétés en crypto-monnaie. Ça, c'est typique des tendances qu'on aimerait bien voir. Peut-être aussi non imposer les cryptos, comme on en parlait, pour les particuliers, l'appliquer aussi aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, j'échange un Ether contre un Bitcoin pour une entreprise, c'est un fait générateur. Ok. Tu viens de le dire, je savais pas. Ok. Donc, il y a quand même des tendances pour, je pense, le rendre le régime. Alors, il y a aussi le formulaire de déclaration qui est quand même encore beaucoup trop compliqué. C'est pas du tout adapté au paiement, par exemple. Ok. C'est ce qui bloque les paiements, l'utilisation des cryptos en tant que paiement. Donc typique, voilà 4 exemples de mesures fiscales qui je trouve encourageraient les utilisateurs à mieux à davantage investir et à augmenter leur patrimoine en crypto. Ouais. Je vois que tu as un bouton j'essaye gratuitement, donc il y a déjà un test gratuit. Tu ferais un geste pour mes auditeurs ou pas? Tu peux faire ce genre de choses, un code promo, ou je te l'ai pas demandé avant, donc du coup t'es pas obligé de dire oui. Hein, mais... Non, mais tout à fait, on peut faire un code promo de 10% pour les nouveaux. DOIT, on verra si ça marche chez vous, pour 10% pour les gens qui viennent et qui utilisent le code. Eh ben, je vais créer ça, ouais. Cool. Bon, merci beaucoup. Où est-ce qu'on te suit, toi, personnellement, sur Pierre Morisot, LinkedIn? Sur LinkedIn, exactement. Ouais, Twitter. Et Twitter aussi, ouais. Ok. Morisot, MORIZO, waltio.co. Voilà. Est-ce que tu as une petite martingale, toi, un péché mignon d'investissement Moi, j'aime bien être client quand j'investis. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes où... Alors, je me souviens, Wix. Ouais. J'ai créé un site, Wix. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai arrêté de créer mon site, j'ai acheté des actions. C'est-à-dire que quand... je me souviens aussi être client... J'adore cette approche. C'est une super martingale, Pierre. Je trouve ça super. Parce que quand, en fait, l'expérience client, je deviens dingue de ça. Je me souviens visiter l'usine Tesla en 2017 en Silicon Valley. Je me dis, mais c'est pas possible. J'étais dans l'usine, je retéléchargeais 2 Giro et j'étais en train de me dire, il faut que j'achète des actions Tesla. C'est pas possible. les mecs sont tellement en avance et changent tellement la façon de construire. Tu sais, dans l'usine Tesla, il n'y a pas de casque. Donc c'est obligatoire. Ils ont des casquettes brandées Tesla, mais le haut de la casquette est renforcé et dur comme un casque. Donc c'est hyper stylé. Le casque, c'est un truc vraiment pas beau. Ouais. Eux, ils ont des casquettes Tesla. Autant dire que tous les ouvriers Tesla, ils sont hyper fiers de porter leur casquette Tesla. Mais en même temps, c'est un casque, elle est conforme aux normes réglementaires. Et il y a plein de petits détails comme ça. Et je me suis dit, les mecs ont tellement pensé loin l'expérience de production. Leur voiture, il faut que j'achète des actions de cette boîte. Non, mais je suis d'accord. Et moi, je l'ai fait sur des plus petites boîtes moins connues, tu vois. Mais Wix, c'est très bien. Tu vois, récemment, je suis passé sur Génération Do It Yourself, une jeune femme qui s'appelle Alice Defoe, qui a monté Double, des assistants personnalisés. En fait, j'ai commencé à être client sur Double. Et puis, en fait, je me suis dit, quand j'ai eu l'opportunité, je lui ai dit, mais je veux être de ta prochaine levée. Merci App, récemment, je l'avais passé aussi sur mon podcast avant, sur de la correction, c'est l'espèce de Grammarly en français, tu vois, qui te corrige tout, grammaire, orthographe, etc. Quand tu utilises ce machin, en fait, c'était tellement le turfu que tu te dis, mais en fait, si. Donc souvent, j'écris aux founders, je leur dis, je peux en être, si le plus tôt le mieux, évidemment, quoi. Mais et j'en ai plusieurs. Je suis d'accord. Dès que t'es client et que t'es très 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 satisfait d'un truc qui te change la vie, tu vois, je le suis pas, mais j'aurais adoré être actionnaire de Conto très tôt, quoi, parce que Conto, c'est tellement le futur aussi que bon, ouais. Et généralement, tu te trompes pas, quoi. En effet, parce que t'es pas le seul à voir ce que t'es en train de voir, quoi. Tout ce qui te mind blowing, quoi, comme on dit en anglais. Et tu captes aussi la vision. Souvent, tu te dis, mais c'est tellement violent ce qu'ils ont fait en termes de changement de paradigme. Il faut que je leur donne des ressources, et encore, c'est minime, hein, mes ressources, mais j'ai envie de participer à cette aventure et j'ai envie de reprendre mon argent et vas-y, va où tu veux aller. Je te fais confiance, quoi. Ouais. Trop bien. Écoute, merci Pierre. Merci donc on te suit, on l'a dit sur LinkedIn, je mets tous les liens. Passionnant, on va fiscaliser nos cryptos, tu fais chier. Mais voilà, non, c'est bien, c'est une bonne chose. On va payer des impôts et c'est important de payer des impôts, je l'ai dit tout à l'heure. Pour la communauté, c'est comme ça que notre monde est bâti. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ne payez pas d'impôts, c'est votre problème, ce sera pas le mien.
Je te remercie, je vous Merci remercie à vous tous. Merci Mathieu. Semaine après semaine, de m'envoyer plein de messages super sympas sur la martingale, voilà. Vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn, linkedin.com/in/Stéphanie, mon nom de famille, Stefani. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Matin Touch. Vous pouvez me suivre sur plein d'endroits. Il y a une newsletter à la martingale dans laquelle on renvoie quelques épisodes. Une newsletter Génération It Yourself qui est cool aussi, que je passe du temps à faire. Merci à vous pour tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine sur la martingale. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté la martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La martingale est produite par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphani et je vous dis merci.